Bonjour à tous, merci d'être venus ce soir si nombreux. Donc c'est sur une présentation d'éco-conception nommée Starter Kit du développeur éco-responsable. Alors pour le coup, qui sommes-nous? Nous sommes Maxime et moi-même dans l'entreprise Key Consulting, qui est une entreprise qui regroupe environ 150 collaborateurs en France, dans plusieurs agences et aussi à l'international. Et donc, chez Key Consulting, on travaille sur des projets qui sont orientés sur les objectifs de développement durable. Et on a une raison d'être, du coup, qui est faire que le code soit utile. Pour ma part, je suis Quentin Le Goff. Je travaille chez Key Consulting depuis maintenant 3 ans. J'interviens en tant que tech lead chez Natixis Interépargne à Caen sur la migration d'une application vers permettant la gestion de l'épargne salariale. Et j'ai été diplômé en 2016 et j'ai travaillé exclusivement sur le développement d'applications web et mobiles. Donc, bonjour à tous et à tous, moi c'est Maxime Malgor, je suis également tech lead chez Key Consulting pour le client Natixis Interépargne. Je suis également membre d'une association qui s'appelle la Green Code Initiative, qui est une association qui essaie de promouvoir le green coding à travers des événements, des conférences et des projets. Et justement, à ce titre, je suis membre de la core team d'un projet qui s'appelle EcoCode, qui est un outil d'éco-conception basé sur SonarCube. Je vous le présenterai un peu plus tard dans la présentation. Et enfin, je suis pas mal actif sur GitHub, donc sur des projets open source, dont le projet EcoCode. Ok, ça marche. Ah oui, prends la main. Je vais rapprocher un peu. Okay. Ça marche. C'est mieux maintenant. Nickel. Du coup, voici le sommaire de la présentation. Alors, on va vous présenter dans un premier temps qu'est-ce que l'éco-conception. On ira très vite vers la présentation de 2 référentiels qui sont connus et légitimes dans le domaine de l'éco-conception. On essaiera de vous présenter 4-5 outils dans le domaine de l'éco-conception qui sont orientés site web mais aussi API et aussi services numériques. Et enfin, on essaiera de proposer une trame possible pour débuter en fait dans l'éco-conception. Alors déjà, l'éco-conception, c'est quoi? Alors tout d'abord, vous n'êtes pas sans savoir que le réchauffement climatique, c'est un sujet d'actualité. Et sur les dernières décennies, en fait, les activités humaines ont impacté fortement le climat. Pour le coup, la période de 2010 à 2020 a été la décennie la plus chaude jamais enregistrée. Alors le réchauffement climatique, il est dû principalement aux émissions de gaz à effet de serre. Et ça provoque en fait une augmentation de la température. Et du coup, cette dernière entraîne par exemple l'extinction des espèces, des événements météorologiques assez catastrophiques, la fonte des glaces et l'élévation du niveau de la mer. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que le numérique a à voir dans tout ça? Alors là, c'est une courbe qui est sortie d'une étude de l'ADEME qui montre l'évolution du trafic IP entre 2020 et 2030. Il faut savoir que le numérique, en fait, il représente 4% des émissions de gaz à effet de serre, c'est à peu près équivalent au transport aérien. Et il faut savoir aussi que la majorité en fait, des humains, de ces 10 dernières années, même ces 20 dernières années, se sont équipés de smartphones assez rapidement et qu'on n'est pas à l'abri en fait, de voir de nouveaux équipements ou de nouvelles innovations arriver. Alors malheureusement, les nouvelles technologies, elles ont un impact sur le réchauffement climatique. Et selon une étude de l'ARCEP, sans action de notre part, cela pourrait tripler en fait, entre 2020 et 2050. Or, cet impact, il est majoritairement lié à la production. La production, parce qu'en en fait, on va aller extraire on va aller extraire des mines de charbon pour produire nos smartphones, par exemple. On va les assembler, on va réaliser des transports. Et tout ça, ça produit du coup du gaz à effet de serre. Mais il est aussi lié à l'utilisation des 10 services numériques. Alors du coup, comment allier l'utilisation de nouvelles technologies et la nécessité de réduire notre impact sur l'environnement? Alors on ne pourra pas arrêter l'innovation et l'utilisation d'équipements apportant de nouveaux services, mais on peut avoir quelques effets de levier. Alors tout d'abord, ceux qui sont liés à la production. On peut essayer en fait de réduire les différents achats et de protéger au mieux les équipements. Et enfin, on a un impact aussi en essayant d'intégrer de nouveaux circuits un peu plus vertueux, c'est-à-dire avoir des équipements reconditionnés, écolabellisés et avec une bonne note de durabilité.
Enfin, un autre levier, il est lié à l'utilisation des 10 services numériques et du coup à l'utilisation sur les différents équipements. Et c'est là notre sujet de notre présentation. Alors, je vais juste voir un tout. Alors, en tant que concepteur de services numériques, et quand je dis concepteur, ça nous englobe nous développeurs, mais aussi tous les métiers qui touchent en fait de près ou de loin à l'élaboration d'un service d'éco-conception. On a une responsabilité dans l'élaboration de ce service. L'éco-conception en fait entre en jeu en établissant un ensemble de principes et de bonnes pratiques qui vont permettre en fait de réduire l'empreinte environnementale du service numérique. En intégrant les aspects environnementaux au plus tôt dans le cycle du développement, eh ben, ça va nous permettre de chercher à améliorer l'impact en fait, de notre service numérique sur l'environnement. Alors oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau? Une des phases les plus importantes en fait, reste la définition du besoin. Lorsqu'on va définir le besoin, il est fondamental de revenir à l'origine du besoin pour essayer d'enlever toutes les externalités, que ce soit d'utilisation ou de production. Il y a un terme qu'on connaît bien dans le monde du développement qui est KISS, Keep It Simple Stupid. Le but est ici en fait de revenir à l'origine du besoin et de ne développer que le nécessaire. Ça peut s'appliquer tout au long de la vie, en fait, du cycle de vie du projet. Alors, actuellement, l'état de l'art, il y a des personnes en fait, qui ont travaillé sur deux référentiels qu'on va vous présenter, qui définissent un ensemble de règles qui permettent de cadrer en fait, les différentes bonnes pratiques et d'identifier en fait, des axes d'amélioration. Il existe aussi des outils qui vont permettre de mesurer les 10 services numériques pour pouvoir trouver, encore une fois, les différents points à améliorer et puis aussi, finalement, se former sur l'éco-conception. Alors, quand je parlais d'un référenciel, le premier référentiel qu'on va évoquer, c'est le RGESN. Le RGESN, c'est le référentiel général d'éco-conception de services numériques. Il a été copiloté par ces différents acteurs, la Direction interministérielle du numérique, le ministère de la Transition écologique, l'ADEME et l'Institut du numérique responsable. Ses objectifs principaux sont de réduire la consommation de ressources informatiques, énergétiques et la contribution à l'obsolescence des équipements. Ce référentiel, il a été publié en 2022 suite à un engagement en fait, du gouvernement pour contrôler et limiter en fait, la contribution à l'obsolescence matérielle. Et donc on va faire une petite démonstration de ce à quoi ressemble en fait, ce référentiel. Alors ce référentiel, il est disponible sur le site du gouvernement. Vous pouvez taper directement dans votre moteur de recherche référentiel RGESN et vous allez tomber sur cette publication. Cette publication, elle est découpée en fait en 8 grandes catégories qui peuvent toucher tout type de métier. Et le but en fait, c'est que chaque catégorie regroupe un ensemble de règles définies sous forme de questions. Or, en tout, on a 79 règles. Le but, c'est pas qu'on regarde ce soir les 79, mais on va pouvoir regarder en fait certaines règles pour montrer un peu leur structure. Par exemple, la règle 1.5, ici, qui nous dit, sous forme de question, le service numérique est-il utilisable sur des terminaux âgés de plus de 5 ans? L'objectif ici, c'est les gains d'énergie de nouveaux matériels ne permettent pas de contrebalancer les impacts liés à leur fabrication. Donc le service numérique doit limiter sa contribution à l'obsolescence en fonctionnant sur des équipements les plus anciens possibles. Un moyen de mise en œuvre pour ça, c'est de tester régulièrement le fait d'utiliser son service numérique sur des équipements anciens. Et un moyen de test ou de contrôle est ici de tester les fonctionnalités critiques du service sur un équipement ancien. On va pouvoir prendre, par exemple, dans une autre catégorie, contenu. La catégorie contenu regroupe en fait tous les documents et médias informatifs ajoutés au service numérique par des personnes contributrices et disponibles pour l'utilisateur final. Si je prends la règle 5.2, on voit ici que c'est la règle qui est « Le service numérique propose-t-il des images dont le niveau de compression est adapté au contenu et au contexte de visualisation ?» L'objectif de cette règle va être de réduire le poids des fichiers téléchargés par les utilisateurs sur le service. Un moyen de mise en œuvre ici va être d'aplatir les calques pour générer un format vectoriel SVG, minifier ou optimiser encore la compression en utilisant les outils dédiés. Et un moyen de contrôle est d'évaluer enfin la qualité et le poids de l'image affichée. Par exemple, chez Natixis Interépargne, l'application web qui permet à l'épargnant de gérer son épargne salariale affiche le logo de son entreprise dans le header.
Et ces logos étaient fournis par les différentes entreprises clientes de Natixis Interépargne. Seulement, comme elles étaient fournies par les différents clients, eux fournissaient en fait un logo avec une résolution assez importante. Et pour le coup, nous, quand on l'affichait que dans nos traders, donc sur une hauteur, on va dire, d'environ 100 pixels. Il y avait deux conséquences à ça. C'est que d'une part, on transférait en fait un fichier via le navigateur avec une résolution importante, et donc il y avait un gros chargement de données. Et la deuxième part, le navigateur, en fait, il va travailler pour retailler l'image à la résolution voulue. Et donc ça impliquait du coup deux consommations qui n'avaient pas lieu d'être, alors que le logo pouvait être directement retaillé. Et surtout, il faut penser volume, c'est-à-dire que dès qu'un utilisateur de Natixis va pouvoir aller sur le site, il va y avoir une consultation, mais finalement, pour des sites grand public, ça peut avoir un gros impact. Enfin, une dernière règle, par exemple un peu plus technique, c'est côté front-end. Donc le front-end, c'est l'ensemble des composants en opération sur un terminal utilisateur pour permettre l'utilisation d'un service numérique. Ici, sous forme de question, c'est le service numérique évite-t-il de déclencher le chargement de ressources et de contenus inutilisés pour chaque fonctionnalité. Donc, même structure que les autres, objectif, mise en œuvre, moyen de test ou contrôle. Ici, par exemple, on peut penser que côté web maintenant, on a des frameworks qui permettent assez facilement de faire du chargement à la demande, de ce qu'on appelle le lazy loading, et donc de ne charger des services ou des composants uniquement lorsqu'ils sont utilisés dans la page. Et pour le coup, c'est ce que reflète un peu cette règle. Et un moyen de test ou de contrôle, c'est bien de vérifier en fait que le contenu des ressources chargées et leur utilisation effective. Alors comme je vous l'ai dit, on ne va pas passer sur les 79 règles, mais le but, c'est au moins de partager en fait ce référentiel, de se l'approprier un peu, de le partager même à des parties prenantes qui ne sont pas forcément développeurs, parce que ça peut toucher tout corps de métier, comme vous avez pu le voir dans le sommaire. Et c'est surtout en fait de se challenger sur les futurs développements pour pouvoir avoir des pistes d'amélioration sur des effets de levier pour réduire en fait l'impact de notre service. Aussi, il y a une consultation publique qui est sortie en 2023 et qui a pour but de réviser en fait ce référentiel-là pour intégrer notamment de nouvelles règles et aussi éventuellement un nouveau référentiel. Et je vais laisser la main à Maxime expliquer le deuxième référentiel. Alors moi, je vais vous présenter un second référentiel qui s'appelle les 115 bonnes pratiques de l'éco-conception web. Donc il a été créé par un collectif qui s'appelle Green IT, et notamment leur groupe de travail qui s'appelle le collectif numérique responsable, donc le CNUMER, qui est composé d'une quarantaine d'experts. Et ils ont travaillé donc, sur un référentiel qui va être plutôt basé autour des services en ligne, sites web et applications mobiles pour réduire leur empreinte environnementale. Et donc, il existe sous 3 formats, donc sous la forme d'un livre, d'un site web et d'une documentation sur GitHub. Et il est assez ancien, puisqu'il a été créé en octobre, en tout cas la première version a été créée en octobre 2012, donc ça a quasiment 12 ans. Et il a été créé par Frédéric Bordage, qui est donc un expert de la sobriété numérique et le fondateur du collectif Green IT. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, on en est à la 4e édition, donc il y a 115 règles. À la base, il y en avait une centaine, et il y en a pas mal qui ont été ajoutées, modifiées, supprimées. Ça suit l'évolution aussi du web. Donc, pour faire un peu la comparaison avec le RGESN, le RGESN, c'est un référentiel plutôt d'État. Là, on va être sur un référentiel communautaire, c'est-à-dire que tout le monde va pouvoir contribuer sur la page GitHub du référentiel. Et il va aussi contribuer au RGESN à sa manière, c'est-à-dire qu'il a été créé avant, et il y a un certain nombre d'acteurs qui ont travaillé sur les 115 bonnes pratiques, qui ont aussi participé au RGESN. Et d'ailleurs, la version révisée, comme l'a mentionné Quentin, la version révisée qui va sortir en 2024 du RGESN s'appuie aussi en partie des règles qui ont été décrites dans celui-ci. Il existe aussi 2 variantes des 115 bonnes pratiques. Il y en a notamment un pour les applications web, les applications mobiles, et un pour les sites web WordPress. Donc ça peut être intéressant aussi d'aller voir ceci. Donc je vous propose une petite démonstration du référentiel sous sa forme de documentation GitHub. Donc on va retrouver la liste des différentes versions, donc notamment ici la première version qui est sortie en octobre 2012. En dessous, on va avoir la liste une section autour des discussions, c'est-à-dire que tout le monde, comme j'ai expliqué, tout le monde peut proposer des règles, et ensuite le collectif va discuter autour de celles-ci pour savoir si ça vaut le coup de les intégrer.
Et en dessous, on va avoir la liste des bonnes pratiques, donc les 115 qui sont mentionnées ici. Et moi, je vous propose d'en parcourir une assez rapidement sur la pagination au défilement infini. Donc pour chaque règle, là, on va retrouver les catégories. Donc notamment ici, ça va toucher plutôt de la conception et du réseau. On va aussi avoir le groupe de personnes responsables qui va pouvoir avoir un impact sur la mise en place de cette bonne pratique. Donc là, typiquement, ça va surtout être de l'UX. On va retrouver des indicateurs pour pouvoir prioriser cette règle par rapport à une autre. Donc typiquement sur le degré de priorité, sur la difficulté de mise en œuvre et sur l'impact écologique de celle-ci. On va retrouver les ressources qu'on va pouvoir économiser. Donc là, typiquement, ça va être du réseau et du stockage, puisque les données vont être moins stockées sur le device. On va ensuite avoir une description qui essaye d'être le plus détaillé possible avec des sources ou des mesures. Alors, il faut savoir que le référentiel, il est légitime en lui-même, parce qu'il a été fait par des experts, mais lorsqu'on a des sources supplémentaires dans la description, c'est toujours mieux. Ça permet d'apporter des mesures et des données qui peuvent être intéressantes. Et enfin, on va avoir le principe de validation. Donc là, l'idée, c'est de savoir est-ce qu'on respecte ou pas la bonne pratique. Et donc là, typiquement, on peut considérer qu'on la respecte si on a 10% ou moins de pagination infinie dans notre service numérique. Donc, on va pouvoir passer aux outils. Donc là, on vous a présenté 2 référentiels qui nous paraissaient importants. L'idée maintenant, ça va être de vous présenter 5 outils. Faut savoir qu'il y a un certain nombre de règles, malheureusement, qui ne peuvent pas être testées via ces outils parce qu'elles sont plutôt liées au cadrage, à la spécification ou à l'architecture même d'un service. Donc là, ça va être un peu compliqué à tester et à quantifier. Mais il y a quand même un certain nombre de choses qu'on peut quantifier. Et donc, justement, on va vous présenter ces outils pour contrôler ces règles. Donc, le premier outil que je voulais vous présenter, c'est SonarCube. Donc, vous le connaissez peut-être. C'est un logiciel qui est majoritairement open source et qui est développé par une entreprise suisse qui est SonarSource. Et l'idée derrière SonarCube, c'est de venir analyser votre code de manière statique. C'est-à-dire qu'il va prendre votre code source brut et il va le parcourir tel quel et identifier des problématiques liées autour de ce code. Et donc, ça va permettre de maintenir les bonnes pratiques autour de celui-ci, d'éviter des bugs, d'éviter trop de duplication de code et de garantir une bonne couverture de code. Alors nous, ce qui va nous intéresser surtout dans SonarCube, c'est une autre fonctionnalité qui s'appelle les code smells, donc les odeurs de code en bon français. L'idée de ces code smells, c'est pas forcément de remonter une problématique métier sur le code, mais plutôt de vous alerter sur la possibilité de mieux faire. Et donc ça ne va pas être un bug en tant que tel, mais il y a la possibilité de faire mieux. Donc notamment, ça peut être sur la performance, sur la conception, sur la maintenabilité ou la lisibilité du code. Et donc nous, pour l'éco-conception, ce qui va surtout nous intéresser, c'est les performances et la conception. Puisque alors, un programme qui est performant et qui est bien conçu ne veut pas dire qu'il est nécessairement éco-conçu, enfin bien éco-conçu, mais on tend quand même vers cette démarche d'éco-conception. Donc déjà, si on respecte, si SonarCube ne râle pas trop sur des codes SMEL autour de la performance et de la conception, c'est qu'on est déjà dans la bonne direction en tout cas. Et l'avantage aussi de SonarCube, c'est qu'il est assez ouvert. Il va permettre d'ajouter des éléments, des briques en fait, qui sont extérieurs. Et ça me permet de faire la transition avec le second outil qui s'appelle EcoCode. Donc j'en ai parlé au début de la présentation. L'idée d'EcoCode, c'est un plugin qu'on va pouvoir intégrer dans SonarCube, donc un plugin open source qui est maintenu par le collectif Green Code Initiative. Et son idée, ça va être de justement fournir des codes SMEL, enfin des règles en fait, des codes SMEL dédiés à de l'éco-conception. Donc là, on va être vraiment sur des règles qui vont qui vont réduire l'empreinte environnementale de nos programmes. Donc là, je fais un peu ma pub, mais l'idée, c'est qu'il y a un challenge autour de cet outil tous les ans. Et l'idée, c'est qu'une centaine de développeurs à travers toute la France se regroupent lors d'un hackathon de 2 jours. Et donc, l'idée, c'est de faire progresser ce projet open source. Il est communautaire. Et donc, tout le monde peut réfléchir à de nouvelles règles. Alors, soit des règles qui sont dans les référentiels qu'on vous a présentés, soit d'autres règles qu'on va pouvoir mesurer. On va aussi pouvoir implémenter des nouvelles règles et il y a aussi un nouveau groupe qui va être créé cette année sur la mesure en fait. Comment expliquer la pertinence de telle règle par rapport à une autre et pourquoi telle règle elle doit être dans le plugin. Donc voilà, donc la prochaine édition c'est fin mai. Donc pour ceux qui sont intéressés, on pourra en discuter à la fin de la présentation avec plaisir. Je vous propose une démonstration de l'outil. EcoCode, enfin SonarCube et EcoCode. Je ne sais pas si on voit.
j'espère que c'est pas trop petit. Sinon, je vais essayer de zoomer un petit peu. Hop, voilà. Donc ça va avoir cette forme-là hein, sur SonarCube. Donc on va avoir à gauche là, la liste de nos codes SMEL hein, qui ont été remontés par SonarCube. Et donc EcoCode rajoute des règles qui sont dédiées. Donc là, typiquement, on a une règle qui nous explique qu'il ne faut certainement pas remonter l'entièreté des colonnes d'une table dans une base de données relationnelle. Et donc, il va nous expliquer pourquoi cette alerte est remontée avec un exemple de code qui est compliant et un exemple de code qui n'est pas compliant pour vous montrer la bonne pratique et la mauvaise pratique. Et là, l'idée, hein, c'est de pousser aussi à la réflexion, c'est-à-dire que dans certains cas, la règle peut ne pas être pertinente. Et dans ce cas-là, vous pouvez juste la clôturer et considérer que ça n'a pas lieu d'être dans votre cas d'utilisation. Et je vais laisser la main à Quentin pour la suite. Alors pour le coup, les prochains outils qu'on voulait vous montrer, donc c'est un 2 en 1, c'est EcoIndex et GleanIT Analysis. Alors tout d'abord, EcoIndex, c'est en fait un site qui permet d'analyser, qui permet l'analyse d'un site web et pour définir sa performance et son empreinte environnementale. Alors la performance environnementale, c'est un score qui va y avoir jusqu'à 100 et une notation aussi allant de A à G. Et pour ça, en fait, il se base sur 3 critères principaux. Ce sont le nombre de requêtes qu'il y a sur le site analysé. Il va y avoir aussi le nombre d'éléments, donc le nombre d'éléments présents dans le DOM. Et enfin, les données en fait, qui sont chargées par le navigateur depuis le serveur. Un autre outil, c'est GleanIT Analysis. Alors, GleanIT Analysis se base en fait sur EcoIndex et dénombre en plus un certain nombre de bonnes pratiques qu'on va pouvoir lister et puis visualiser à travers une extension. Donc, ce qui est intéressant avec ces 2 outils, c'est que d'une part, ils sont disponibles via un site web, mais aussi via des extensions ou en ligne de commande, ce qui permet notamment de pouvoir les intégrer à terme dans une intégration continue et d'avoir en fait ces axes d'amélioration au plus proche en fait des développements. Alors pour le coup, on va se pencher d'abord sur EcoIndex. Alors avant ça, je ne sais pas si vous connaissez le Times, j'imagine que oui, c'est un grand magazine en fait américain. Et donc ils ont un site web qui est fait en WordPress. Alors il faut savoir que WordPress détient en fait 65% des parts en fait du marché des CMS. Alors un CMS, c'est un Content Management System, ça va être un système de gestion de contenu. Et du coup, c'est une solution qui peut être assez attrayante au départ parce que c'est une solution sur étagère qui permet de faire énormément de choses, mais seulement en fait on a une perte de contrôle sur l'ensemble des fonctionnalités qui sont utilisées et éventuellement la conception en fait du système. Alors je dis ça, je me penche un peu sur WordPress parce que le Times donc est fait avec ce système-là et donc ça peut éventuellement impacter l'éco-conception d'un service. Mais bien d'autres sites en fait non faits en WordPress vont aussi avoir une notation pas si bonne que ça. Donc là, je suis sur le site du Times, et donc sur EcoIndex, j'ai juste renseigné l'URL du Times, et on voit là direct qu'en effet, la notation, c'est la note G. Alors la note G étant la note la moins bonne, vous imaginez bien. Pour le coup, on voit ici qu'on a un chargement de données assez conséquent. On a déjà une page qui est la page, j'imagine, la plus visitée parce que c'est la page d'accueil, qui est à plus de 7 mégas en fait, de chargement. De même, l'analyse en fait, recense un nombre d'éléments très important, ici 2032, et un nombre de requêtes assez monstrueux. Et pour le coup, en fait, une fois que cette performance environnementale a été analysée, on va pouvoir retrouver ensuite le deuxième indicateur qui est l'empreinte environnementale. Alors l'empreinte environnementale, elle est représentée sous consommation d'eau bleue et en fait, avec un indicateur d'émissions de gaz à effet de serre. Alors comment ils font pour faire ça? C'est qu'ils ont établi en fait ces indicateurs à partir d'une visite d'une page moyenne et ils ont modulé en fonction du score qu'on a eu plus haut. Et pour le coup, on voit ici que pour 1000 visites par mois, ce qui est très peu par rapport, j'imagine, à la fréquentation du Times Magazine sur Internet, on consomme ici 50 litres d'eau bleue et on émet 2,86 kg de CO2 de gaz à effet de serre. Alors pour le coup, on a quelques détails ici et quelques axes d'amélioration qui ne sont pas spécifiques au site du Times, qu'on va pouvoir retrouver sur le site EcoIndex. Et ensuite, il nous propose par exemple d'installer l'extension GleanIT Analysis.
Alors, c'est ce qu'on a fait. On a installé l'extension Green IT Analysis, et on a effectué cette même... alors, je ne sais pas si vous voyez bien l'ensemble des critères. Ouais, je ne sais pas si je peux zoomer en plus là-dessus. On peut tenter. On tente. Est-ce que c'est mieux là? Oui, OK. Et du coup, on a lancé cette même analyse. Donc, on va retrouver l'éco-index ici, la consommation d'eau et les gaz d'émissions, enfin, à effet de serre, pardon, gaz émis à effet de serre. On va retrouver le nombre de requêtes. Donc, tout ça, c'était à peu près présent sur l'éco-index. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on va retrouver en plus un certain nombre de bonnes ou ici de mauvaises pratiques, parce qu'on voit que tout est à peu près en rouge. On peut retrouver par exemple qu'il y a énormément d'images qui sont retaillées dans le navigateur. Donc comme je disais tout à l'heure, des images retaillées, il y a deux conséquences, hein, le téléchargement de l'image en elle-même et puis le fait que finalement le navigateur doit retailler, doit consommer de la ressource pour retailler l'image. On va avoir aussi des indicateurs sur les erreurs HTTP et même JavaScript dans le navigateur. On va voir ici que des images sont téléchargées mais pas forcément utilisées. Donc voilà, on a un certain nombre en fait, d'indicateurs. Et par exemple, le dernier, on voit ici qu'il y a 14 polices de caractères, ce qui peut être assez énorme en fait, finalement, et qui peut être éventuellement challengé par les développeurs et par ceux qui conçoivent en tout cas le site. Alors, un deuxième outil, quatrième outil, pardon, qu'on voulait vous présenter, c'est Lighthouse. Alors, vous le connaissez peut-être, c'est un outil open source qui est développé par Google, qui est intégré dans Google Chrome, et qui permet du coup de mesurer la qualité des pages web visitées sur plusieurs critères, la performance, les bonnes pratiques, l'accessibilité et le référencement. Il y a d'autres critères de Progressive Web App, etc., mais je ne rentrerai pas forcément dans les détails ce soir. Cet outil peut être intéressant parce que, comme l'a dit Maxime tout à l'heure, les critères de performance sont mécaniquement liés aux critères un peu d'éco-conception. Alors cet outil, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il existe en ligne de commande. Alors il existe intégré à Google Chrome, mais aussi en ligne de commande, et ce qui nous permettra en fait de l'intégrer dans une intégration continue. Alors je vais faire le même exercice sur le site du Times. Et donc on voit ici qu'on n'a pas forcément un bon score. On va retrouver quelques métriques qu'on retrouvait en fait dans Green IT Analysis, mais avec potentiellement des indications en plus. Par exemple, ici, on voit que le dimensionnement des images, on voit une économie potentielle. De même, on indique qu'on peut compresser, en fait, mettre en place de la compression de texte, ou du moins sur les différents fichiers qui sont utilisés avec les gains potentiels. Et on va avoir des trucs un peu plus intéressants aussi sur l'utilisation, par exemple, d'images avec des nouveaux formats, ce qui entraînera encore plus en fait, de la réduction du poids des différentes images. Donc voilà, Lighthouse, c'est un outil qui est assez intéressant aussi, qui est, je pense, à prendre en duo avec Green IT Analysis et qui peut, pour le coup, pour nous développeurs, nous permettre de mieux gérer en fait, d'améliorer en tout cas nos services numériques tout au long des développements. Et alors le dernier outil qu'on voulait présenter, c'est l'API GreenScore. Alors l'API GreenScore, c'est une boîte à outils qui a été élaborée par le collectif API Thinking. C'est un collectif français qui regroupe maintenant plusieurs entreprises telles que BPCE, AXA, SNCF, EDF. Et en fait, ils publient régulièrement des revues de presse ou des guides sur leur site. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont publié en 2021 un guide de bonne pratique, une grille d'évaluation et un score, API GreenScore justement, qui atteste de l'éco-conception des API. Et donc, on va pouvoir faire un petit tour. Hop. C'est pas celle-ci. Alors pour le coup, leur site propose plusieurs supports. Donc là, je suis sur le chantier des API numériquement responsables. On va pouvoir retrouver la grille ici, dont je vous parlerai plus tard, et le guide en question. Et le guide en question, c'est en fait un document d'environ 30 pages qui va vous expliquer justement le score. Alors un peu à l'instar d'EcoIndex, on va retrouver ici un score allant de A à E. Le but, ce n'est pas forcément d'avoir un score excellent, on vous en parlera tout à l'heure, mais c'est en fait de faire l'exercice de se former
on va dire, à travers ce document, à essayer de développer avec des meilleures façons pour pouvoir tendre en tout cas vers un meilleur score, mais surtout des meilleures pratiques. Et donc, ce document, en fait, décline l'ensemble des différentes règles. On va en parcourir certaines à travers 7 domaines. Donc, on va pouvoir retrouver le cycle de vie, en fait, d'une API, l'échange des données et les données en elles-mêmes, la partie infrastructure et les outils qu'il y a autour des API, la partie architecture aussi qui est en place pour l'API, et enfin la partie communication. Et donc, ces différents domaines sont recoupés après dans leur grille d'évaluation sous forme de 4 catégories. Une catégorie architecture, une catégorie design, une catégorie usage et une catégorie log. Et à travers leur grille, on va répondre en fait à un certain nombre de règles qui sont spécifiées dans le document, et on va pouvoir établir notre score par rapport au poids de différentes règles. Et par exemple, si je prends ici donc cette règle-ci, la règle concernant le cache, donc elle recoupe 2 domaines, le domaine de la data et le domaine de l'échange de données. On va retrouver du coup le titre de la règle. Ici, c'est le fait d'utiliser le cache qui peut du coup éviter des requêtes en double par exemple, et de préserver en fait les ressources, les ressources de calcul. On va avoir une description de ce que veut dire la règle et comment éventuellement la mettre en place, les gains en fait qui vont être attendus. On va avoir ici des personas. Alors sur toutes les règles, vous allez avoir des personas. Donc ça peut concerner le consommateur ou le producteur en fait de l'API. Et on va avoir en bas à droite les gains en fait sur quoi les gains se portent. Ici en l'occurrence c'est le network et les calculs. En effet, la mise en place de cache peut être faite à différents niveaux dans une API et donc protéger, enfin ou du moins améliorer tout ce qui est chargement de données et puis calcul. Et donc, ah oui, je n'avais pas ouvert la grille. Donc, avec Maxime, on a fait l'exercice, en tout cas, de faire ça sur une des API qu'on a chez Natixis Interépargne. Alors, pour le coup, la grille, elle peut paraître quand même, de prime abord, assez complexe. Mais finalement, quand on lit l'ensemble des règles et qu'on essaye de jouer le jeu, alors c'est assez simple. L'évaluation se fait principalement sur du vrai-faux. Et donc, va, en fonction d'un système de pondération qu'ils ont mis en place, permettre d'établir un score. Et du coup, on va retrouver l'ensemble des règles ici. Par exemple, est-ce que l'event-driven architecture est en place pour éviter en fait, le fait de faire du polling sur différents points d'entrée. On va retrouver des règles concernant le design, des règles concernant l'usage, etc. Donc ça, je vous laisserai parcourir de même l'ensemble des règles qu'il y a dans le document, qui est accessible en ligne. Et donc à la fin, on a un score. Donc comme je vous l'ai dit, c'est pas forcément l'intérêt, c'est pas forcément d'avoir le score à la fin, mais c'est finalement de faire l'exercice de lister les règles et d'essayer en fait d'améliorer ces prochains développements et de trouver même des axes d'amélioration sur l'API actuelle, par exemple. Alors pour le coup, on vous a présenté un ensemble d'outils ici. Alors ils ne sont pas exhaustifs, il en existe plein d'autres, mais nous c'est ceux qu'on a pu utiliser et ceux qui permettent de remonter des métriques assez intéressantes ou alors de se former sur différentes approches. Et donc maintenant je vais laisser Maxime proposer en fait une trame de comment débuter, comment essayer de mettre ça en place personnellement ou professionnellement. Oui, en effet, moi je vais vous proposer en fait un certain nombre d'étapes qui sont assez indicatives. L'idée, ça va dépendre vraiment du contexte du projet, mais c'est de vous proposer quelques étapes pour démarrer en fait. Justement, on vous a présenté des référentiels et des outils. Comment faire en sorte de les intégrer dans nos projets. Alors, il y a 4 étapes. La première, c'est de faire une première évaluation d'impact. Donc en fait, derrière ça, l'idée, c'est d'essayer de trouver un projet qui va pouvoir être adapté en fait à l'utilisation d'un outil. Typiquement, on parlait de l'API GreenScore, ça va plutôt être pour du back-end, et ça va être quelque chose d'un peu plus manuel. On va retrouver tout ce qui est Lighthouse, Green IT Analysis, ça va plutôt être pour du front-end. Donc là, tous les projets ne vont pas forcément être OK, on va dire, avec chacun des outils. Donc là, il faut trouver le bon projet et il faut se poser en fait les bonnes questions, de se dire
au final, qu'est-ce que l'outil peut m'apporter, où j'en suis dans la démarche, est-ce que j'ai un score plutôt autour du G ou plutôt autour du A, et qu'est-ce que je peux en tirer? Parce qu'au final, parfois, dans certains cas, en fonction du projet, les outils ne vont pas remonter des données intéressantes. Donc justement, l'idée, c'est de faire une première évaluation d'impact. Et ce qu'il faut se dire, c'est que dans tous les cas, l'outil, même s'il ne vous donne pas forcément des mesures qui peuvent être intéressantes, ça peut arriver, il va forcément vous apprendre les bonnes pratiques. Notamment, Quentin l'a expliqué pour l'API Green Score, l'idée derrière, c'est au final d'avoir cette démarche de regarder les règles, de s'imprégner en fait de ces règles, et de toute façon, ça va avoir une influence sur la conception et l'architecture de nos prochains projets. Donc dans tous les cas, c'est toujours bénéfique de tester les outils et de voir un petit peu ce qu'ils peuvent donner. Donc une fois qu'on a fait ça, il y a une deuxième étape que j'ai appelée sensibilisation des équipes. Là, ça va être quelque chose qui est un peu moins orienté dev, on va dire, mais l'idée, c'est d'essayer de mobiliser des collègues. Typiquement, nous, chez Natixis Interépargne et Quentin, on a essayé de réfléchir un peu, notamment sur la partie API back-end, essayer de voir un petit peu ce qu'on pouvait faire avec les outils. Et l'idée derrière, c'est d'en discuter, de mobiliser du monde et de faire un retour d'expérience pour voir ce qui a bien fonctionné, ce qui n'a pas été vraiment concluant, etc. Et dans tous les cas, voilà, l'idée de partage en fait autour de ça, c'est forcément bénéfique pour aussi diffuser les bonnes pratiques qu'on a pu apprendre en utilisant ces outils. Donc là, moi, je voulais proposer une ressource que je trouvais vraiment intéressante sur ce sujet. Ça s'appelle Designer éthique. Alors, c'est pas cette fenêtre. En fait, c'est un guide d'éco-conception numérique. Alors, plutôt orienté design, plutôt orienté UX, mais il va proposer un certain nombre d'articles, et notamment un que j'ai trouvé vraiment intéressant, que je voulais vous partager, qui s'appelle « Convaincre et diffuser ». Et justement, l'idée derrière ça, ça va être de proposer des idées pour mobiliser du monde, et aussi mobiliser les décisionnaires dans une entreprise. Ce n'est pas forcément simple de pouvoir aussi convaincre les décisionnaires d'aller vers cette démarche. Et justement, il propose un certain nombre d'arguments, contre-arguments. Donc si par exemple, la personne vous dit que ça va coûter de l'argent pour pas grand-chose, que légalement on risque rien parce que c'est pas dans une loi, etc. Et ben, il y a un certain nombre de contre-arguments que je trouve plutôt bien fait. Donc voilà, je passe rapidement sur le site, mais si ça vous intéresse, j'ai mis le lien en annexe notamment. Donc vous pourrez aller voir ça. Alors j'ai vu, voilà, le site va être moche, par exemple, un argument qui vous propose un certain nombre de contre-arguments pour expliquer qu'au final, on peut faire un site éco-conçu et pas forcément moche. Il y a des exemples. Et voilà, excusez, ça va coûter trop cher. De toute façon, il n'y a pas de loi, je risque rien. Donc, voilà, il propose un certain nombre de contre-arguments. C'est assez intéressant et ça prouve qu'au final, c'est quand même pas mal une démarche. Derrière, on ne va pas forcément avoir un projet, on va se dire on va se mettre à fond sur l'éco-conception. L'idée, c'est de faire ça au fil de l'eau et de l'intégrer dans nos développements et dans notre quotidien. Et c'est là où ça va avoir le plus d'impact. Je retourne ici. Alors, la troisième étape que je voulais vous partager, c'est l'industrialisation. Donc, maintenant qu'on a fait nos premiers essais et qu'on a pu mobiliser un petit peu de monde, l'idée, ça va être de pouvoir industrialiser ça. C'est vrai qu'au final, lancer une analyse Green IT ou un Lighthouse sur nos postes en local, lorsqu'on fait notre développement, c'est bien, mais au final, ça ne permet pas forcément d'assurer un suivi. C'est vrai qu'il y a ce côté un peu manuel qui peut être un peu lourd lors du développement. Et donc, pour ça, l'idée qu'on propose, c'est de mettre en place dans une chaîne de CI/CD. Alors, on en a un petit peu parlé. Et il y a des outils qui sont plus ou moins adaptés. Donc, typiquement, API Green Score, ça ne va pas forcément être hyper adapté parce que c'est un outil qui est assez manuel. Mais on peut très bien aussi imaginer remplir la grille à chaque fois qu'on crée une API ou qu'on modifie un projet. Alors, il y a différents outils, notamment tout ce qui est Sonar EcoCode. Il propose en fait un scanner qu'on peut lancer dans une chaîne d'intégration continue et qui va scanner votre code à chaque fois. Alors, soit à chaque fois que vous poussez un nouveau développement, soit à chaque fois que le code est intégré dans un environnement. On peut imaginer ça comme ça. EcoCode va forcément être lié à Sonar. Donc, si vous lancez une analyse Sonar, EcoCode va être aussi lancé sur la même base de code. Et il suffit juste de l'installer en fait, dans l'interface SonarCube, donc c'est assez simple à mettre en place. Quentin a parlé de Lighthouse et d'EcoCode en mode ligne de commande. Donc ça permet aussi, cette ligne de commande, de les lancer dans une pipeline. Et aussi, on peut se poser la question de comment ces infos vont être rendues disponibles, parce qu'au final, si on le lance dans une pipeline, c'est bien, mais si on peut suivre en fait, les indicateurs, c'est forcément un peu mieux pour suivre dans le temps. En fait. Est-ce qu'on va plutôt vers la bonne direction ou est-ce que justement
on cause plus de problèmes qu'autre chose dans nos nouveaux développements. L'idée, c'est que EcoCode SonarCube et EcoCode permettent justement, ils fournissent un certain nombre d'indicateurs dans leur dashboard pour suivre avec justement des notes de A à E et aussi d'un portfolio. Enfin, il y a pas mal l'interface est assez bien faite pour pouvoir suivre dans le temps les rapports. Et Lighthouse a sorti un projet qui s'appelle Lighthouse CI, qui est en fait un système qui va permettre d'enregistrer les rapports dans une base de données et d'avoir un outil qui va être à côté, un outil un peu graphique et qui va pouvoir permettre de lister les rapports dans le temps et de pouvoir suivre justement si les rapports Lighthouse se dégradent ou s'améliorent. Et enfin, un dernier point, je voulais vous partager une dernière étape. Alors là, l'idée, c'est de se dire, si déjà vous êtes à l'étape d'industrialisation, c'est déjà super. C'est déjà une grande marche, une bonne chose en tout cas d'intégrer. Et l'idée, voilà, c'est de vous proposer quelques éléments complémentaires qui sont peut-être un peu plus discutables, un peu plus clivants, et pour pousser la démarche un peu plus loin. Donc on a parlé pas mal de développement et de code, mais l'idée c'est qu'on peut appliquer cette même démarche sur l'expression du besoin, sur la conception, et on en a parlé un petit peu sur la rédaction de contenu. C'est ce qu'on disait, si on fait un site internet qui est très bien éco-conçu, mais qu'au final derrière le contenu qu'on va y mettre, je sais pas, il y a des vidéos qui sont longues, des images qui sont hyper lourdes, et au final toute la démarche elle est un peu cassée par le contenu qu'on a mis sur le site. Donc c'est important de penser aussi à ces phases-là. Et après, il y a des éléments un peu annexes que je voulais vous partager, notamment sur le low-tech. On commence pas mal à en parler. Tout ce qui va être offline first et PWA plutôt qu'app mobile. Donc là, c'est vraiment plutôt orienté mobile. L'idée, c'est de se dire, si on a besoin d'une application qui est assez simple et qui n'a pas forcément beaucoup de liens avec le natif du mobile, réfléchir à est-ce qu'on peut plutôt créer une PWA qui va être en règle générale beaucoup plus légère qu'une application mobile. Alors ça pose d'autres problématiques, mais voilà, en tout cas ça peut être une idée. Il y a tout ce qui est offline first, je le disais, l'idée c'est de récupérer les informations depuis notre back-end uniquement lorsque on en a besoin. Donc typiquement s'il y a une donnée qui va être mise à jour qu'une fois toutes les 6 heures dans votre produit, peut-être de se dire, voilà, au final, on la stocke pendant 6 heures plutôt que d'aller la récupérer à chaque fois. Et ça peut permettre aux utilisateurs d'aller sur notre application sans avoir Internet et sans avoir à passer par les antennes réseau, etc., qui consomment beaucoup d'énergie, beaucoup de CPU et beaucoup de batterie aussi, notamment sur l'aspect mobile en tout cas. Alors, je voulais vous partager aussi un élément autour des labels. Il faut savoir que globalement, d'après une enquête en mai 2019 de l'Observatoire numérique BVA, il y a un tiers des utilisateurs qui se sentent bien informés sur leur impact du numérique, sur l'impact en utilisant le numérique. C'est pas beaucoup. Et on pourrait avoir justement cette démarche d'afficher en fait un peu plus d'informations sur nos applications pour expliquer que, alors ça peut être pas mal de choses, ça peut être un équivalent en poids, du poids de la page en équivalent CO2. Ça peut être, donc ça commence à se faire un petit peu. Ça peut être aussi afficher la note Eco-Index. On parlait d'Eco-Index, ils ont sorti un projet récemment qui s'appelle Eco-Index Badge, qui permet de créer un petit badge qu'on retrouve pas mal dans les dépôts GitHub, etc. Et qu'on peut afficher en bas de notre site pour mentionner notre note de A à G. Et ça peut être aussi une déclaration d'éco-conception. Donc depuis un peu de temps, on commence à avoir pas mal de déclarations d'accessibilité parce que c'est devenu obligatoire pour les entreprises d'une certaine taille ou qui font un certain chiffre d'affaires. Et l'idée, c'est justement d'avoir cette démarche également pour l'éco-conception. C'est en train d'être mis en place par des organismes d'État et ça risque de devenir obligatoire un jour ou l'autre, comme la déclaration d'accessibilité. Et donc, ça peut être pas mal d'aller directement dans cette démarche-là, de publier notre déclaration d'éco-conception. Toute l'idée derrière ça, c'est de ne pas faire de greenwashing. C'est toujours l'idée derrière l'affichage d'un label. Il ne faut pas non plus dire que notre site est bien éco-conçu si ce n'est pas le cas. Et enfin, la dernière étape, si vous avez fait tout ça, c'est de pouvoir contribuer au collectif. Donc là, il y a pas mal de collectifs. On en a cité 2, Green IT et Green Code Initiative. Il y a aussi la Green Software Foundation qui travaille sur pas mal de projets open source sur ce sujet. Et il y a pas mal d'autres outils de mesure aussi qui sont hyper utiles parce qu'ils vont permettre de justement mesurer la pertinence de toutes les règles qu'on a pu
qu'on a pu lister dans cette présentation, il existe beaucoup d'outils qui vont justement mesurer au plus bas niveau, c'est-à-dire au niveau de la consommation de batterie, de l'utilisation du CPU, etc. Et l'idée de ces outils, alors il y en a plein, hein, Scaphandre, Joulard, ETSDIF, enfin, voilà, il y a pas mal d'outils. Et si vous êtes intéressé par ces outils et par aussi la partie mesure, vous pouvez justement contribuer à ceci. Et enfin, voilà, vous avez aussi, je vous ai mis en annexe pas mal de liens pour faire de la veille. Donc on a cité le site d'éco-conception de l'État. Il y a le site aussi de Green IT qui propose un certain nombre d'articles liés à de l'éco-conception. J'ai cité Designer éthique. Et aussi, il y a, on les connaît bien, il y a des dépôts sur GitHub, les Awesome, etc. Et il y a la Green Software Foundation qui a créé un dépôt qui s'appelle Awesome Green IT, je crois, et qui justement vous propose pas mal d'articles et de liens sur le sujet. Voilà, merci à vous. Si vous avez des questions,